À quoi? J'amène la flamme. Ouais. Générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau mouvement. Et aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques. Mais on va pas s'attarder sur la beauté des Jeux Olympiques, on va plutôt aller sur la face cachée. Enfin, pas si cachée que ça, hein, puisque vous savez, je pense tous plus ou moins qu'il y a quelques controverses. En plus, on est en plein milieu des JO, enfin pas vraiment en plein milieu au moment où la vidéo sort, donc il nous reste plus qu'un jour avant la fin des JO, on va voir combien de médailles la France nous rapporte. Et donc dans cette vidéo, on va parler des quelques petits trucs qui se passent autour des Jeux Olympiques, notamment d'un point de vue politique, l'image que ça renvoie, et on va voir ça dans quelques parties que vous avez bien évidemment en description si vous voulez aller partie par partie. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de commencer par le début, et de commencer avec un petit rappel historique des Jeux Olympiques. Tout va bien, Michael. Tu as un dixième de sablier d'avance. Bon, comme vous le savez tous, les Jeux Olympiques, ça vient et ça s'inspire des Jeux antiques grecs qui ont commencé au 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Et au départ, c'est un but purement religieux. À la base, en l'honneur du dieu Zeus, et ensuite ça va rendre hommage dans les compétitions en fonction des épreuves à plusieurs membres de la mythologie grecque. Donc dans cette mythologie grecque, les jeux, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment des jeux, c'est plutôt des épreuves assez difficiles, ils prennent leur origine de manière plutôt différente en fonction des légendes, mais globalement, Pélops est le personnage principal. Il est à l'origine de la fameuse course de chars, il vaincra Eunomos, roi de Pise, ce qui lui permettra d'épouser la fille de celui-ci, Hippodamie. Attends, mais c'est pas le script d'Astérix aux Jeux Olympiques, ça? Bref, d'ailleurs, petite anecdote à propos de la tenue des athlètes. Il y a une rumeur qui dit qu'une femme a une fois gagné la course de chars lorsque les athlètes étaient encore vêtus, ce qui poussa les organisateurs à obliger les athlètes de se mettre à poil. Ce qui exclut, au final, toutes les femmes de la compétition. Bon, c'est pas l'explication la plus plausible, mais elle a le mérite d'exister. Donc vous le savez sûrement, les Jeux, à cette époque, se passent à Olympie. Et on y retrouve quelques similitudes avec les Jeux Olympiques modernes qu'on connaît aujourd'hui. Élise est située à quelques kilomètres d'Olympie et elle sert de village olympique pour les athlètes. On retrouve également des juges d'épreuve, on retrouve également un sénat olympique pour la mise en place des règles et la contestation de celles-ci. Et on a également une préparation stricte pour les athlètes dans leur alimentation, leur préparation physique, leur entraînement et tout ça. On a également des installations sportives qui sont très diverses. Il y a aussi une cérémonie d'ouverture, même si à l'époque elle est bien évidemment religieuse. Et il y a bien évidemment des récompenses, même si forcément elles ont changé aujourd'hui. Ces jeux-là, ces jeux antiques, vont prendre fin en 393 après Jésus-Christ. Qui transmet cette flamme olympique, les Jeux sont ouverts. En 1894, Pierre de Coubertin crée le CIO, Comité International Olympique. Vous savez, celui qui dit « l'important, c'est de participer ». Le but est de réunir tous les pays, tous les comités, tous les 4 ans pour des épreuves sportives dans la joie et la bonne humeur. Les premiers Jeux Olympiques modernes vont avoir lieu à Athènes pour rendre un petit peu hommage aux Jeux grecs antiques, et ils se dérouleront en 1896. Les Jeux Olympiques d'hiver, eux, apparaîtront en 1924 à Chamonix. Les Jeux Paralympiques apparaîtront en 1969 et les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. Les Jeux Olympiques sont, dans un premier temps, réservés aux amateurs,
mais le CIO décidera à partir de 1981 de professionnaliser il est dur à dire ce mot, de professionnaliser la compétition. Le CIO est aujourd'hui une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Enfin ça, on va voir un peu plus tard. Celle qui met en place les règles et qui s'assure du respect de celles-ci. Donc des règles, des épreuves de chaque Olympiade, mais également de l'accréditation des villes d'accueil. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, mais accueillir les JO, ça a quand même un intérêt, que ce soit pour la ville ou pour le pays. Le premier intérêt, on s'en doute, c'est l'économie par le tourisme. La venue de touristes permet une rentrée d'argent qui permet déjà de rembourser l'argent dépensé pour la construction des installations, mais également de faire des bénéfices. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est l'image. Le renvoi de la culture du pays d'accueil, mais également l'image du gouvernement, de l'État et du pays. Et on va voir qu'utiliser les Jeux Olympiques pour améliorer son image, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès le début, les villes d'accueil vont utiliser les Jeux Olympiques pour améliorer leur image, dans le sens où elles vont même organiser les Jeux pendant des expositions universelles qui permettent de vraiment renvoyer la puissance du pays, la puissance de la culture, la puissance de ses athlètes. Et l'image du pays est très importante. Les premiers Jeux ont lieu en 1896 et dès 1900, le pays qui va accueillir les Jeux va devoir permettre un changement puisque les femmes n'étaient pas autorisées à participer lors de la première épreuve. Donc l'important c'est de participer pour Pierre de Coubertin, mais sauf si vous n'êtes pas un homme. D'ailleurs c'est même pas lui qui a dit ça. Lui il a dit « L'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part ». La philosophie reste de base même si le dicton a été un petit peu modifié. Donc on a un changement dès 1900 à Paris qui accueille les Jeux avec la participation des premières femmes. Et sur 997 athlètes, 975 seulement seront des hommes. Bon, ça fait pas énormément de femmes. Et d'ailleurs, spoiler alert, mais pour avoir la parité entre les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques, il va falloir attendre. Même si aujourd'hui c'est à peu près égal et que ça dépend des épreuves. Donc en tout cas, au départ, jusqu'en 1912, les Jeux Olympiques sont organisés en même temps que des expositions culturelles, et c'est seulement à partir de 1912 qu'on va considérer les Jeux Olympiques comme un événement à part entière. En 1916, lié à la Première Guerre mondiale, il n'y aura pas de Jeux Olympiques, mais dès 1920, l'image du pays d'accueil reprend sa priorité. En 1920, c'est à Belgique, à Anvers, que vont se dérouler les Jeux Olympiques, et le CIO donne à cette ville le droit de les organiser, notamment pour sa souffrance lors de la Première Guerre mondiale, mais également pour sa bravoure. Et en même temps, en 1920, c'est la première décision politique du CIO. Les pays mis en cause pour l'apparition de la Première Guerre mondiale et qui sont, en 1920, parmi les perdants, sont exclus des Jeux Olympiques. On parle de l'Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie, l'Empire ottoman et, j'en oublie un, l'Autriche. Et après ça, va y avoir encore une fois l'image qui est très importante puisque va y avoir l'ouverture des épreuves à de plus en plus de femmes. Il va y avoir également la première flamme olympique en 1928 à Amsterdam. Et en 1932, c'est les États-Unis qui accueillent à Saint-Louis les Jeux Olympiques et ça va permettre aux États-Unis de faire un petit peu diversion de la crise liée au krach boursier de 1929. Après ça, ça va un peu se gâter. En 1936, les Jeux doivent avoir lieu à Berlin. Et même si tonton Adolphe, il est pas très chaud à la base, il se dit qu'il va quand même utiliser ces Jeux Olympiques pour faire passer un message de propagande. Il veut bien montrer la supériorité de la race aryenne, et donc ces Jeux ont vraiment une ambiance xénophobe et antisémite. Hitler utilise même un documentaire sur la compétition pour continuer sa propagande après les Jeux. L'Allemagne va bien évidemment prendre la tête de ces Jeux Olympiques pour bien montrer la puissance du pays, mais il faut quand même souligner la deuxième place des États-Unis avec l'athlète Jesse Owens, un noir américain qui va remporter 4 médailles. Juste après, c'est la guerre, donc pas de Jeux Olympiques en 1940 et en 1944. Ils reprendront directement en 1948 à Londres avec la première diffusion télé de la compétition. C'est vraiment pour amener une nouvelle image, une image de force, une image de puissance, même si à ce moment-là, Londres est complètement
détruits. Et à partir de là, ça va devenir très politique, puisqu'en 1952, c'est l'URSS qui fait son apparition dans les Jeux Olympiques. Et là, des décisions vont devoir être prises, puisque le village olympique sera découpé en deux parties. D'un côté, l'URSS et les pays du bloc de l'Union soviétique, et les pays occidentaux de l'autre. Et même si ça crée des problématiques, cette division entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, ça va redonner un très grand intérêt au public des Jeux Olympiques. Les deux pays vont se partager à chaque fois la première place, URSS, États-Unis, URSS, États-Unis, et ça va vraiment amener un certain engouement autour des Jeux. Évidemment, l'entrée de l'URSS va faire débat quand même sur les autres Jeux Olympiques. En 1956, certains pays vont boycotter car l'URSS a envahi la Hongrie et d'autres pays vont être bloqués par la crise du canal de Suez. Les pays organisateurs veulent redorer leur image, mais en 1968, ça se passe à Mexico et l'ouverture des Jeux se fait sous protection militaire. Juste avant le début de la compétition, un massacre d'étudiants a lieu, massacre effectué par la police et l'armée mexicaine. Et comme ça se passe en Amérique, va y avoir énormément de protestations d'athlètes noirs américains qui sont évidemment contre la ségrégation des noirs aux États-Unis. Mais bon, les Jeux continuent et on arrive à Munich en 1972 en pleine guerre froide. C'est le retour en Allemagne après la bonne ambiance de 1936 et là c'est vraiment un contexte particulier puisque les Jeux seront marqués par une prise d'otages et l'assassinat de 11 athlètes israéliens par un groupe de terroristes palestiniens. Après ça, ça va être la période du gros boycott. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous. En 1976, c'est 21 pays d'Afrique qui boycottent les Jeux Olympiques. La raison, c'est la présence de la Nouvelle-Zélande aux Jeux Olympiques, pays qui a des relations avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud. En 1980, ça se passe à Moscou, qui va quand même l'utiliser un petit peu pour faire sa propagande. Et qui plus est, en 1979, un an auparavant, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. C'est donc à ce moment-là qu'il va y avoir quand même pas mal de boycotts, encore plus qu'il y a 4 ans, puisqu'une cinquantaine de nations ne vont pas s'y rendre. La France, elle y va, hein. Mais les États-Unis ne s'y rendront pas. Même si le comité des États-Unis a envie d'y aller, le président Carter, il dit aux athlètes que s'ils y vont, ils seront interdits de sortie du territoire à vie. Un petit peu compliqué pour des sportifs. Et donc on arrive en 1984 où les Jeux, cette fois-ci, passent de Moscou aux États-Unis. Et donc là, forcément, en représailles, entre guillemets, Moscou, l'URSS et les pays du bloc de l'Est ne vont pas se rendre aux États-Unis. Ils justifient également leur choix car ils craignent pour l'insécurité des athlètes, notamment parce que les États-Unis ont mis en place des fusées américaines en Europe de l'Ouest. Et c'est la première fois que les Jeux vont être financés par le secteur privé. Ça a quand même sa petite importance puisque le CIO, ils vont se faire de l'argent. Le CIO va se faire plus de 150 millions de dollars. Ça fait beaucoup. En 1988, on continue le boycott parce que ça se passe en Corée du Sud et la Corée du Nord, ils auraient bien aimé faire part de l'organisation. Mais ce sera bien évidemment pas le cas. Il faudra attendre 1992 pour ne plus avoir de boycott. Et enfin, dans cette partie, on va voir un petit peu les Jeux de 96 à aujourd'hui. Et là, ce sont un petit peu les choix du CIO qui font un peu ou beaucoup polémique. Déjà, dès 1996, il y a un petit problème puisque ce sont les 100 ans des Jeux Olympiques modernes et donc il serait assez logique que Athènes, ville d'accueil, récupère les Jeux. Mais ça va quand même être donné à Atlanta, aux États-Unis, malgré les problèmes et les difficultés de transport et les problèmes informatiques. Mais les États-Unis, ils ont de la thune. Athènes va quand même récupérer les Jeux en 2004 et le pays veut faire quelque chose d'assez immense. Le coût de construction des installations va coûter entre 8,5 et 13 milliards d'euros. C'est pas encore le portefeuille de Jeff Bezos, mais c'est pas mal. Les installations en plus vont être abandonnées juste après les JO. Qui plus est, la Grèce va être frappée et très touchée par la crise de 2010. Donc le coût des JO reste un petit peu en travers de la gorge. Et donc, après 2004, c'est 2008. Là, on pourrait clairement faire une vidéo sur les Jeux de 2008,
tellement il y a de choses à dire. Mais on va essayer de faire ça très rapidement, surtout que la vidéo commence à être un petit peu longue. Donc, évidemment, l'attribution des Jeux à Pékin est très critiquée, et ce sera très critiqué avant les Jeux, pendant et même après. De nombreuses femmes, hommes politiques et ONG critiquent l'acquisition des Jeux par Pékin, notamment pour son respect des droits de l'homme et des femmes, et pour la politique de censure de la République de Chine. Qui plus est, juste avant les Jeux, une partie du peuple tibétain vient à manifester pour la libération de personnalités religieuses détenues en Chine. Ces manifestations sont pacifiques, mais vont un petit peu dégénérer. Suite à ça, des ONG comme Reporters sans frontières appellent au boycott des Jeux. Ils vont venir manifester notamment sur le passage de la flamme, notamment à Londres, à Paris et en Amérique du Sud. Mais malgré ça, aucun pays ne boycottera les Jeux Olympiques de Beijing. La Chine et le CIO rappellent que les Jeux ne sont pas politisés. Donc là en plus, niveau coût, on step up un petit peu puisque ça va coûter 44 milliards de dollars à la Chine pour la construction de toutes les installations. En plus de ça, la Chine remportera les Jeux Olympiques chez eux. Et pour aller un petit peu vite sur l'histoire de Pékin, en fait on apprendra en 2009 qu'un accord secret avait été fait entre le gouvernement chinois et le président du CIO à l'époque. Cet accord était une promesse d'évolution en matière de droits des hommes et des femmes par la République de Chine en échange de l'acquisition des Jeux Olympiques en 2008. Puis on arrive en 2012 et en 2016 à Londres et à Rio. Là, les Jeux sont vraiment tournés vers la performance et vers le spectacle. Ce qui va un petit peu poser problème, ou du moins poser certains questionnements à certaines personnes, en disant que la performance, à un moment, ça va être dépassé. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Enfin bref, en 2016, ça pose pas mal de questions le fait de donner à Rio la compétition. Tout d'abord, en 2014, il y a déjà eu la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Brésil, et ensuite ils enchaînent avec les Jeux Olympiques. Le coût des installations va être immense. Et en plus de ça, les personnes, les travailleurs et les travailleuses brésiliennes, vont vraiment avoir des conditions de travail très rudes et en plus vivre sous la pression des délais qui sont vraiment très 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 courts. Mais heureusement pour le Brésil, les installations ont été finies à temps. Et les JO de Rio furent magnifiques dans une ambiance festive, estivale, et le Brésil a plutôt bien soigné son image. Et enfin, on arrive aux Jeux d'aujourd'hui. Donc comme vous le savez, les Jeux étaient à la base prévus en 2020, mais à cause du Covid, ils ont été déplacés en 2021, avec à peu près 0 spectateurs. Tokyo avait déjà accueilli les Jeux en 1964, et à l'époque, ils voulaient montrer la puissance de Tokyo, la puissance du Japon, et montrer que ça pouvait être une ville du futur qui s'était bien relevée de la guerre. Aujourd'hui, montrer que Tokyo est une ville du futur, c'est un petit peu également le pari du Japon. On a notamment de nombreuses porte-drapeaux qui étaient des femmes, ce qui est assez rare, et la tenniswoman Naomi Osaka a allumé la flamme olympique. C'est même toute la cérémonie d'ouverture qui était tournée vers l'ouverture et vers l'écologie. Et on retrouve dans ces jeux des nouvelles épreuves, et notamment des épreuves mixtes. On a par exemple le relais 4x400 mixte et l'entrée des épreuves par équipe mixte au judo. Et donc, même si c'est le CIO au final qui fait ces demandes-là, c'est quand même la ville de Tokyo qui profite un petit peu de cette image. D'ailleurs, on va conclure en parlant un petit peu du CIO aujourd'hui. Le CIO pose pas mal de problèmes, notamment sur 2 axes. Il récupère une partie de l'argent récolté par les Jeux Olympiques sans financer quoi que ce soit, et il clame toujours les Jeux comme une organisation, comme une épreuve, comme une compétition qui n'est pas politisée. Mais on l'a vu, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour ce qui est de l'argent, même si le pourcentage des gains a baissé pour le CIO, l'organisation continue pas mal de s'en mettre dans les poches. Qui plus est, depuis la privatisation du financement des Jeux Olympiques, et par la grande majorité des sponsors qui sont américains. Et cela pose un petit peu problème, comme s'il y avait un conflit d'intérêts, notamment sur le choix des villes hôtes
des Jeux Olympiques. Qui plus est, dire que le CIO n'est pas politisé et que les Jeux ne sont pas politisés, ça permet de leur donner une excuse, un argument contre les critiques faites envers la décision d'accueillir certains jeux dans des villes comme Pékin. Qui plus est, on retrouve au CIO des personnes qui sont élues, mais qui sont élues à vie. Enfin bref, tous ces points ont amené une certaine dérive dans l'organisation des jeux, notamment avec de la corruption, des pots de vin et des accords secrets entre gouvernement et président ou vice-président du CIO. Il y a par ailleurs, même si c'est il y a quelques années, des membres qui étaient soupçonnés de sympathie avec les nazis. Et on a également cette critique du CIO qui voit le sport de manière très utopique. Certains pensent qu'en poussant le sport à la performance et au spectacle, à un moment, ça va s'arrêter, que les records ne pourront plus être battus. Sauf si les athlètes prennent des dopants ou d'autres substances leur permettant d'être plus forts. Mais depuis 2020, l'ouverture des compétitions mixtes est un début d'ouverture et de changement dans la vision des jeux. Même si cela renvoie à une bonne image, certaines personnes pensent que ça va obliger les comités à moyen terme à plus miser sur les sportives, à plus miser sur une large gamme d'épreuves avec des athlètes différents et différentes. Certains souhaitent d'ailleurs que les épreuves olympiques et paralympiques soient regroupées, quitte à même avoir des épreuves mixtes entre les deux. Cette volonté de certains permettrait, d'après eux, sans politiser les jeux, d'ouvrir la compétition au plus de monde possible. Désolé, j'ai plus de batterie, je suis obligé de finir au téléphone. C'est con, c'est juste au moment où j'allais amener ma super belle phrase de conclusion. Donc bref, cela permettrait finalement de retourner aux bases du jeu et sans supprimer le spectacle, mais où l'important, c'est de participer. Hop, je vous prends avec moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était un petit peu long, c'est un petit peu galère puisque je finis au téléphone. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce format vous plaît. C'est très important. C'est le format qui demande le plus de recherches possible, mais qui sont vraiment très sympas à faire. Sur les Jeux Olympiques, réellement, j'aurais pu faire une vidéo d'environ 8h30, tellement il y a de choses à dire. J'ai essayé d'être un petit peu global et de pas trop vous faire chier. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais la refaire parce que j'ai bégayé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite, donc notamment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, portez-vous bien, passez un bon mois d'août. Ciao. You think it's fine when you are told no. Yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade, you know.